Bonjour à tous. L'avant-projet de la nouvelle constitution a été remis hier samedi au chef de l'État ivoirien. Le comité d'experts chargé de son élaboration propose 184 articles. Le texte sera soumis mercredi prochain à l'examen du Conseil des ministres. Le Trésor public sensibilise les professionnels des fonctions libérales au respect de l'assurance de responsabilité civile et professionnelle obligatoire. Elle sert à réparer d'éventuels dommages à leurs clients ou usagers. 19 morts en un mois. Depuis le 10 août dernier, une épidémie de choléra sévit en Centrafrique, un pays déjà ravagé par 3 années de conflits intercommunautaires. Les autorités invitent les populations à respecter les mesures d'hygiène de base. Dimanche 25 septembre, bienvenue dans le 13h. Merci d'être sur RTI 1. Le ministère de l'Éducation nationale a entrepris depuis 4 années plusieurs réformes. Les contenus des programmes, le système pédagogique, les manuels scolaires ont été révisés. Une réforme qui est entrée en vigueur à partir de cette rentrée des classes et qui fait grand bruit en ce moment, celle des cours du mercredi matin dans le primaire. À quel besoin répond cette réforme qui a une décision gouvernementale? À qui et pourquoi pose-t-elle problème? Quels sont les standards internationaux en termes de volume horaire? Le directeur de la pédagogie et de la formation continue du ministère, Patrice Siloué, est avec nous. Bonjour, Monsieur Siloué. Bonjour, Madame Kadi Fofana. Merci d'être là pour répondre à nos questions. Nous vous retrouvons dans une trentaine de minutes. Au devant de la scène politique ivoirienne, le projet d'élaboration de la nouvelle constitution. Un avant-projet a été remis hier samedi au président Alassane Ouattara. Le comité d'experts chargé de son élaboration propose 184 articles repartis en 16 titres et 50 chapitres. Mama Traoré et Awa Touré. La concertation en toute discrétion. Voici la formule employée par le comité d'experts chargé par le président de la République d'élaborer une nouvelle constitution. Au bout de 4 mois, cette méthode de travail s'est avérée payante avec en prime un avant-projet de constitution remis ce samedi au président Alassane Ouattara. Il comporte, Monsieur le Président, 184 articles répartis dans 16 titres et 50 chapitres. Par rapport à la Constitution de 2000, l'avant-projet de Constitution comporte 51 articles de plus, ainsi qu'un titre de plus. Autre fait marquant, par rapport aux 2 premières Constitutions de 60 et de 2000, l'avant-projet de constitution comporte des chapitres. C'est une innovation majeure. Des innovations sur la forme, mais également sur le plan institutionnel. Ainsi, cette probable future constitution autorise l'institution d'une vice-présidence, d'un Sénat, l'élargissement du champ de compétences du Conseil économique et social à la culture et à l'environnement, et enfin la constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Tous ces changements voulus par le chef de l'État ont fait l'objet d'une analyse objective selon le président du comité d'experts. Le comité d'experts s'est voulu la plume du président de la République, mais une plume qui s'est voulue obéissante, éclairée et intelligente. Jamais le comité d'experts ne s'est senti dans une posture de suivi moutonnier avec le président de la République. Comme pour féliciter le comité d'experts pour la qualité du travail abattu, le chef de l'État a prolongé sa mission de consultation et d'explication auprès des leaders d'opinion et des populations. Une mission qui devrait conduire à l'avènement d'une 3e République plus soucieuse du respect des droits et des libertés. Mesdames, Messieurs les membres du comité d'experts, le 31 mai 2016, je vous ai désigné en qualité d'expert en vue de l'élaboration d'un avant-projet de constitution pour la 3e République. Je vous avais à l'occasion fait part de mes grandes orientations. Au regard de votre vaste expérience, de vos compétences et de votre expertise, je n'ai aucun doute sur la qualité de l'avant-projet de constitution
que vous me remettez ce jour. Je vous en remercie. Je tiens donc à vous féliciter pour l'important travail accompli dans les délais impartis. Comme vous le savez tous, l'objectif majeur du processus en cours est de doter notre pays d'une nouvelle constitution susceptible de lui garantir la paix et la stabilité. Notre pays doit être en effet doté d'une constitution moderne, consensuelle, impersonnelle et à l'épreuve du temps. Les échanges que nous avons eus tout au long de ce processus me donnent l'assurance que l'avant-projet d'une nouvelle constitution préserve les droits et les libertés de chaque Ivoirien, quel que soit son rang social, ses origines, son ethnie ou sa religion. Notre objectif est que ce nouveau contrat social soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. Dès le mercredi prochain, l'avant-projet de constitution sera soumis au Conseil des ministres. S'il est adopté, l'avant-projet de loi portant constitution sera présenté aux députés le 5 octobre lors de l'ouverture de la deuxième session parlementaire. Un vote du Parlement ouvrirait la voie au référendum tant attendu par les Ivoiriens. Les 22 et 23 septembre dernier, les rencontres Africa 2016 se sont tenues à Paris, en France. Le Premier ministre ivoirien, invité d'honneur, a refermé ce rendez-vous économique Afrique-France par une communication sur l'émergence du continent. Notre envoyé spécial, Hamza Diaby. Les rencontres Africa 2016, c'est fini. Hôte d'honneur de ce rendez-vous économique majeur, Daniel Cablon-Duncan. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire était partout et pour tout à la fois. Réunion avec plusieurs entrepreneurs français, séance de travail avec Lionel Zinsou, cofondateur d'Africa France, et avec le secrétaire d'État tunisien à l'économie numérique. Interview télévisée. Ce qui était intéressant dans cette rencontre aujourd'hui, c'est que c'est l'intérêt des PME, disons que françaises, vers à nouveau la Côte d'Ivoire. Avec la crise, un certain nombre de PME avaient quitté la Côte d'Ivoire, mais elles reviennent maintenant en force. Et je crois que c'est quelque chose de très important parce que ça crée des liens beaucoup plus sur le terrain, beaucoup plus forts. Et puis il y a un savoir-faire quand même qui est quand même connu et nous sommes favorables à cela. Puis, à la conférence de clôture sur le thème « L'émergence de l'Afrique », Daniel Cablon-Duncan est encore sous les feux des projecteurs. Avec un taux de croissance moyen annuel de l'ordre de 5%, obtenu au cours de la dernière décennie, bien que cette croissance soit un peu en baisse pour ces 2 dernières années, l'Afrique, il faut le dire, se présente aujourd'hui comme la nouvelle frontière de développement. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a livré aux Ivoiriens sa grande ambition, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Nous ouvrons pour l'existence d'une volonté politique forte, mais qui doit traverser les générations, afin de soutenir durablement le cheminement vers l'émergence. Cette volonté politique devrait être partagée par tous les acteurs de la vie nationale actuelle et future, d'où le dialogue actuel en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution ivoirienne. Les rideaux se referment ainsi sur Africa 2016 qui aura réuni près de 2000 entreprises africaines et françaises. Rendez-vous est pris pour Bamako en janvier 2017 pour la restitution des travaux à la conférence des chefs d'État. En Côte d'Ivoire, l'assurance de responsabilité civile et professionnelle pour les professions libérales est obligatoire. Elle sert à réparer d'éventuels dommages aux usagers ou aux clients des travailleurs à titre libéral, comme les avocats ou les architectes. Le Trésor public a décidé de sensibiliser ses professionnels au respect de cette obligation. Mahama Traoré et Jean-Jacques Kwame. Souscrire à une assurance automobile pour se protéger et protéger les autres usagers, c'est un réflexe pour tous les propriétaires des véhicules. Un réflexe de protection non limitée par les professions libérales, surtout quand il s'agit de souscrire à l'assurance de responsabilité civile et professionnelle. Une assurance pourtant rendue obligatoire
par le pouvoir public. Quand vous prenez l'assurance des facultés maritimes, c'est obligatoire, c'est la douane qui en assure le contrôle. Vous avez différentes professions qui sont assujetties à l'obligation d'assurance, mais il n'y a pas un mécanisme de contrôle. Avant toute répression, place à la sensibilisation. Tout le sens de cette campagne de sensibilisation, initiée par la Direction des assurances, de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, à l'endroit des avocats, pharmaciens, architectes et autres professions libérales. Le but de cette campagne de sensibilisation est d'amener les assujettis au respect de cette obligation d'assurance afin de protéger leur activité d'une part et de contribuer au développement de l'assurance d'autre part. 3 jours, c'est le temps que va durer cette campagne de sensibilisation à l'obligation d'assurance de responsabilité civile et professionnelle. Objectif, faire comprendre aux opérateurs économiques la nécessité de souscrire à cette assurance, faute de quoi ils subiront la rigueur de la loi en cas de préjudice causé à un tiers dans l'exercice de leur profession. La gestion des passations de marché, près de 2 mois après la publication des résultats de l'audit pour l'année 2014, les autorités nationales de régulation des marchés publics ont échangé avec les acteurs de la commande publique. Qu'est-ce qui est ressorti de la rencontre? Alvar Alsa. Voir les audits dans les marchés publics comme un outil d'amélioration continue et non comme un instrument de sanction, c'est le message véhiculé par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP, à tous les acteurs du système présents à ces séminaires. Elle-même a été auditée à 3 reprises, dont 2 à sa propre demande. Des évaluations qui ont renforcé ses performances et son impact dans la sous-région. Opérationnelle depuis quelques années, l'institution indépendante a réalisé et publié 5 audits, dont le dernier en date est relatif à la gestion 2014 des marchés publics qui révèle 58% de procédures irrégulières dans les passations. Seul l'audit peut nous permettre de faire une analyse sereine de l'existant, de voir quelles sont nos forces, nos faiblesses et de les améliorer. Et c'est ce qui se fait dans tous les pays de l'UEMOA, dans toute l'Afrique et dans tout système des marchés publics modernes, tout comme celui de la Côte d'Ivoire. Pour les autorités chargées de passer les marchés, la communication de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics est pertinente. Aujourd'hui, le contribuable doit savoir exactement ce qu'on fait des ressources de l'État. Et je pense que le fait d'organiser ce genre de séminaires permet à toutes les autorités contractantes de pouvoir s'approprier ce que c'est que les audits généralisés sur la passation des marchés publics. Ce séminaire a un intérêt particulier pour nous parce qu'il faut que nous soyons en phase avec les objectifs que l'ARMP nous assigne dans la mission que nous exerçons au quotidien. Adopter la transparence dans les marchés publics, une culture que la NRNP veut imprimer au système. Et elle entend réussir cette action avec tous les acteurs. 12e rencontre annuelle de l'Association africaine pour l'électrification rurale. Cette assemblée générale a permis de dégager des solutions afin d'améliorer l'accès des zones reculées à la lumière. En première ligne, les mécanismes de financement basés sur le partenariat public-privé. Lanciné Bakayoko et Francis Boifo. À cette 12e Assemblée générale d'Abidjan, les participants ont réaffirmé la nécessité de mutualiser les expériences entre structures nationales en charge de l'électrification rurale. En amenant les expériences de part et d'autre, de la Guinée, de la Tanzanie ou de l'Ouganda ou du Sénégal, ça nous permet chacun d'apprendre de l'autre et à partir de là de définir les meilleures stratégies pour développer l'électrification rurale à moindre coût. Les projets ne manquent pas, mais les ressources nécessaires ne sont pas encore à la hauteur du défi. Il faudrait environ 15 000 milliards de francs CFA jusqu'à 2030 pour réaliser l'électrification de l'Afrique subsaharienne. Les experts africains proposent une mobilisation de financement basée sur de nouveaux modèles. Il semble que la stratégie la plus partagée actuellement, c'est le partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'il appartient à l'État de développer la politique, de mettre en place la politique et d'inviter par la suite donc le privé à investir dans ce domaine de l'électricité. L'Association africaine pour l'électrification rurale a pour objectif d'accélérer l'accès aux services de l'énergie électrique dans les zones rurales isolées. Le projet devrait permettre de couvrir au moins 50% des populations de ces zones à l'horizon 2030.
Dans la commune de Yopougon, une plateforme a été installée pour l'insertion des jeunes. Après 5 années d'activité, ce sont plus de 1000 jeunes qui ont été orientés dans différents domaines d'activité. Éric Goré. 1062 jeunes de la commune de Yopougon ont retrouvé le sourire grâce à la plateforme de service de la commune, PFS. Diplômés ou non, ces jeunes sont formés par ce programme afin de les orienter dans divers domaines d'activité. Les bénéficiaires en sont reconnaissants. J'ai fait au moins 6 mois de formation à la PFS. J'étais patient. Mais aujourd'hui, après les 6 mois, j'ai reçu un financement. Aujourd'hui, j'ai un magasin local de fabrication de produits cosmétiques. Le fait d'être rémunéré chaque fin du mois, déjà, c'était une indépendance financière que j'avais. Et puis, on nous obligeait, un temps soit peu, à garder de l'argent sur un compte. C'est cet argent-là qui m'a permis de passer mon permis de conduire. Cet argent aussi m'a permis de faire mon inscription à l'université. De quoi réjouir les autorités municipales de Yopougon. Ils s'engagent à renforcer l'appui de la mairie à l'endroit de cette plateforme de service. Vu le travail qu'ils ont abattu en 5 ans, le maire a décidé de renforcer son appui pour les 5 années à venir afin qu'ils puissent faire davantage. La plateforme de service de Yopougon est installée depuis 5 ans. Sa présence dans cette commune a donné beaucoup d'espoir à certains jeunes. Quand on prend la population jeune de Yopougon, on vous dit que nous sommes 77% au moins. Donc c'est dit que sur cette population-là, insérée même 1000, 2000, il y a beaucoup encore. Ces jeunes sont allés célébrer les 5 années d'existence de cette structure dans leur commune. Une structure qui œuvre pour l'insertion des jeunes du Côte d'Ivoire dans le tissu socio-économique. À Zaguié, dans l'Agnébi-Tiassa, une délégation du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat et de la promotion des PME s'est rendue sur le site de l'Université de l'Entrepreneuriat et aussi son incubateur agropastoral pour la formation des jeunes. Franck Quadio. À Zaguié, des cailles, des moutons, un décor de ferme à la réalité, un centre d'incubation agro-pastoral et non loin des bâtiments en construction. C'est le site de la future Université de l'Entrepreneuriat. Une initiative située dans le cadre d'un partenariat secteur public-privé entre le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Artisanat, de la promotion des PME et le secteur privé. Une visite d'imprégnation donc pour mesurer la fiabilité de l'instrument. C'est un signal fort à la jeunesse ivoirienne, aux entrepreneurs ivoiriens de dire qu'on peut entreprendre en Côte d'Ivoire et on peut réussir l'entrepreneuriat. Cette école permettra désormais à nos enfants de ne pas avoir simplement le syndrome de fonctionnariat, mais le syndrome de l'entrepreneuriat, ce qui leur permettra d'évoluer à leur manière. Visite de terrain, mais aussi séance de travail à travers des vidéoconférences une fois de retour à Abidjan. L'idée est de créer l'interaction avec l'expertise occidentale en matière d'entrepreneuriat au moins d'incubateurs d'entreprises. La démarche vise à terme pour le ministère de l'Entrepreneuriat national à créer davantage d'opportunités d'emploi et de PME ivoiriennes adaptées aux normes qualité internationales. Dans le Woroba, les jeunes sont aussi invités à créer des activités génératrices de revenus. L'association Woroba a exhorté la jeunesse de Boaké à œuvrer pour la non-violence et à prendre part aux différents programmes initiés à leur endroit par le gouvernement ivoirien. Le reportage de Amadou Ouattara. L'union faisant la force, des ressortissants des régions du Bafing, du Béré et du Worodougou se sont réunis au sein d'une association dénommée Woroba. Une délégation de cette association, conduite par son président des jeunes, était en mission à Boaké. Au nom du ministre Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Lassana Koulibaly est venu demander à la jeunesse issue de ces 3 régions d'élaborer des projets capables d'assurer leur autonomie financière. Surtout, de ne pas prendre part aux marches de revendication et de faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, a demandé à la jeunesse de créer des projets pour qu'on puisse les aider. Et c'est ce message que je suis venu apporter à mes parents du Woroba à Boaké. Union, fraternité et cohésion sociale ont été les maîtres mots de cette rencontre et de son esprit auquel adhère le porte-parole des jeunes du Woroba de Boaké. Nous avons bien écouté ces messages de fraternité, ces messages d'être ensemble pour aider la Côte d'Ivoire. Parce que le Woroba doit apporter sa contribution aussi à la construction de la Côte d'Ivoire.
La jeunesse du Woroba s'est engagée à prôner la non-violence et à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire tout en promettant de dire oui à la nouvelle constitution. La journée mondiale des sourds a été commémorée hier 24 septembre. Les handicapés de la surdité rencontrent au quotidien des difficultés, notamment pour communiquer avec les personnes entendantes. Mais pour eux, le handicap n'est pas une fatalité. Nous avons rencontré un malentendant depuis l'âge de 14 ans. Il ne se laisse pas freiner par sa surdité. Doigt de laser. Chef du service formation continue à l'école ivoirienne des sourds. Consultant en prise en compte du handicap. Directeur de l'ONG Société sans barrière de Côte d'Ivoire. Autant de responsabilités à l'actif d'Adama Yede Sanogo, sourd depuis son jeune âge. Je suis né entendant. Je suis tombée malade à l'âge de 14 ans. J'ai eu la méningite. Après, je suis guérie, mais je suis restée sourd. À cette période, j'étais en classe de CM2. Je suis allée en 6e avec les autres enfants entendants. Mais je regardais le tableau ou je regardais les cahiers de mes voisins et j'étudiais à la maison. Adama Yede Sanogo est marié et père de 2 enfants. Son handicap ne dépeint pas sur sa vie familiale. Être sourd n'est pas une fatalité pour lui. Ça fait 12 années de mariage. Je suis très heureuse dans mon couple. Aucun problème. Entre ma femme, mes enfants et moi, il n'y a aucun problème de communication. Mais ils sont conscients que leur papa est sourd. Ils ont appris les signes avec moi. Il est important que les personnes sourdes puissent avoir accès à l'emploi. À l'école ivoirienne des sourds de Yopougon, plus de 300 personnes en état de surdité sont encadrées chaque année. Elles sont formées à l'apprentissage des signes. Pour Joël Moussezi, l'une des enseignantes de cette école, le métier est passionnant. Si vous ne connaissez pas la langue des signes, quand vous rencontrez une personne sourde, c'est difficile. Vous avez un message pour la personne, c'est difficile de lui transmettre ce message-là. Je pense que la langue des signes doit être vulgarisée. C'est un moyen de communication, c'est une langue à part entière comme l'anglais, l'espagnol. Et c'est très utile pour les personnes sourdes. Pour la prise en compte des personnes sourdes, une journée mondiale leur est dédiée depuis 1958. Elle est célébrée le dernier samedi du mois de septembre de chaque année et donne ainsi l'occasion d'égrener les difficultés auxquelles sont confrontés les sourds dans le monde. C'est aussi le lieu de sensibiliser la population au langage des signes. J'arrange ma ville. C'est une opération de salubrité. Elle a été lancée à Atoban, quartier de la commune de Cocody, par la ministre de la Communication. C'est un projet général du ministère de l'Assainissement. Il concerne toutes les communes de Cocody, subdivisées par l'occasion en 12 zones. Au programme de l'étape d'Atoban, des activités de balayage et de récurage de caniveaux. Franck Quadio. Des caniveaux obstrués par boue et eau stagnante dans le quartier d'Atoban, commune de Cocody, les populations n'en veulent plus. Et pour traduire la volonté, cette activité d'assainissement du cadre de vie à la réalité, le lancement de la phase pratique de l'opération Je range ma ville, j'arrange ma vie, lancé le 25 juillet dernier par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement dans la commune de Cocody. Cocody phase pilote donc est divisée en 12 zones. Ena, Bonoumé et Atoban sont à la zone 9. Leur marraine Afoussiata Bambalamina, porte-parole du gouvernement, donne le premier coup de pelle. Nous avons désigné donc des marraines, des parrains pour donner de façon symbolique la vision que nous souhaitons. Demander à ces personnalités qui ont été désignées de s'impliquer réellement, effectivement, pour dynamiser et rebooster, je dirais, le travail qui est fait effectivement par les personnes qui participent au quotidien à la propreté donc des différentes localités. Ces personnes qui participent à la salubrité sont membres du comité local.
des habitants du quartier qui entendent se mobiliser. Nous sommes à la fois victimes et plaignants, c'est-à-dire que c'est nous qui salissons et c'est nous après qui nous plaignons parce que comment on va faire, les caniveaux sont sales, les eaux ne coulent pas, les ouvrages de drainage sont... Donc c'est nous-mêmes qui sortons. Et la pérennisation de cette action repose sur les habitants d'Atoban qui doivent s'impliquer fortement dans le curage des caniveaux, dans le nettoyage de la rue. Une mobilisation souhaitée aussi dans toutes les autres zones et communes concernées par le programme. Notons que l'opération Je range ma ville fait partie du projet gouvernemental d'embellissement des villes et communes de Côte d'Ivoire. Voilà 4 jours que le marché de Saint-Fra, dans la région de la Maraoué, est parti en fumée. Selon des témoins, l'incendie dont on ignore encore l'origine serait parti d'un magasin de mercerie. Aucune perte en vie humaine. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 400 millions de francs CFA. Para se reconnaît. Une forte lumière dans le ciel de Saint-Fra, ville située à plus de 320 km d'Abidjan. Elle provient du grand marché de la commune partie en fumée dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 septembre aux environs de 0h35. Selon les témoignages et les autorités de la ville, l'incendie dont on ignore encore l'origine serait parti d'un magasin de mercerie. Quand on a vu la lumière dans un premier temps, on a essayé de crier, mais on ne pouvait pas faire autrement. J'ai trouvé que non, mon argent était dedans. Mais je voulais rentrer pour prendre mon argent. Mon grand frère m'a attrapé, il m'a tiré. Bon, je ne sais pas comment faire. Et ma plaque est derrière moi tout juste. Donc tout est parti en fumée. La désolation, la tristesse. Je prends la parole pour dire Yako, mes parents commerçants. Je ne leur promets rien, mais nous allons nous battre pour reconstruire ce marché. Toujours selon les autorités de la ville, les dégâts matériels seraient estimés à plus de 400 millions de francs CFA. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les autorités saluent le courage des hommes du commissariat de la ville ainsi que les jeunes de Saint-Fra pour leur promptitude. C'est aux environs de 5 h du matin que l'incendie a été circonscrit. Le marché de Saint-Fra, il faut le rappeler, est contigu à 2 stations de sens. Parlons religion, à Gagnoa, zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le village de Niawa a un nouveau prêtre catholique. Honorine Nanigori nous propose les temps forts de la toute première célébration de messe du père Fred-Éric Yazi. Niawa, village situé dans la sous-préfecture de Serio à Gagnoa, a un nouveau prêtre en la personne de père Fred-Éric Yazi. Cette localité a attendu plusieurs dizaines d'années avant d'avoir un de ses fils ordonné prêtre de Jésus-Christ. L'ensemble du village a célébré cet événement aux côtés de la grande famille dont est issu le père Fred-Éric Yazi. Le nouveau prêtre a traduit sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits. Le Seigneur, dans sa grande souveraineté, est plus fort que tout et dévance les pensées de l'homme. Il choisit qui il veut, quand il veut, où il veut, pour sa mission. Les difficultés de la vie font que nous sommes prêts à emprunter plusieurs chemins. Mais le Seigneur qui est bon, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, lui seul guide la vie de chacun de nous. De lui faire confiance, de se remettre entre ses mains et de le laisser prendre le dessus de la vie de chacun d'entre nous. L'abbé Yazi est le deuxième prêtre du canton Zekibouo après l'abbé Hervé Brika. Intéressons-nous maintenant à la 3e édition des camps de prière de l'Association des femmes des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire. Et c'est un reportage signé Éric Goré. Plus de 1000 femmes à cette 3e édition du camp national de prière de l'Association des femmes des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire, la FEB. Pendant 4 jours, les femmes de cette confession religieuse se sont retrouvées autour d'un idéal, l'enseignement de la parole de Dieu. Le pasteur Yéo Josué a enseigné les participantes en s'appuyant sur le livre de Colossiens. Dans le chapitre 3, verset 23, il est écrit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur ». Une sortie de tente à Grand Bassam et un défilé dans les rues d'Abidjan ont meublé ce camp de prière. La 3e édition du camp de prière de la FEB a réuni toutes les femmes chrétiennes et les a édifiées spirituellement. Dans le nord-est du Nigeria, 4,5 millions de personnes souffrent de déficit alimentaire sévère selon les Nations Unies.
65 000 autres sont en situation de famine. Médecins sans frontières tentent d'apporter des soins adéquats dans cette zone considérée comme l'épicentre des violences de Boko Haram. Mais il faudrait 262 milliards de francs CFA pour enrayer cette crise alimentaire. 19 morts en un mois. Depuis le 10 août dernier, une épidémie de choléra sévit en Centrafrique, un pays déjà ravagé par 3 années de conflits intercommunautaires. L'île aux singes, en face de la capitale Bangui, est particulièrement vulnérable du fait de l'absence de sanitaires. L'île aux singes, 2e arrondissement de Bangui, la brousse, en plein cœur de la ville. Ici, pas de toilettes, ni de mesures d'hygiène, alors que le choléra a déjà fait 19 victimes en Centrafrique. Pour Bonaventure Koumbé, de l'ONG Oxfam, la situation sanitaire de l'île est propice au développement de la maladie. Les inspections sanitaires ont montré qu'ils n'ont pas de l'eau potable pour boire. Ils prennent l'eau au niveau de la rivière, du fleuve pour boire. Ils n'ont pas de latrines, ils n'ont pas de connaissances sur les principes de base en matière d'hygiène. C'est pour cela que 4 fois par semaine, l'équipe vient faire le point et surveille l'évolution des pratiques sanitaires sur l'île. Justin, le fils du chef du village, s'occupe de la prévention et de la sensibilisation auprès des habitants. La maladie est arrivée chez moi, dans ma famille. C'est pour cela que je fais de la sensibilisation dans le village. Sa sœur, Josiane, a perdu en l'espace de quelques heures l'une de ses filles. Elle était âgée de 8 ans. Je rentrais de l'église et ma petite était dans sa chambre avec la diarrhée et elle vomissait. On l'a emmenée à l'hôpital, mais c'était trop tard. Un drame sur cette île, si proche et en même temps si loin de la capitale centrafricaine. Son défi majeur est d'accéder aux mesures d'hygiène de base, principale barrière à la propagation de l'épidémie. – 13h30, bienvenue dans le magazine du dimanche. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éducation nationale, principalement aux réformes qui y sont en cours depuis maintenant 4 années. Le directeur de la pédagogie et de la formation continue du ministère est avec nous, Patrice Siloué. Rebonjour. Bonjour Madame Fofana. Alors le ministère de l'Éducation nationale a récemment fait le point de 4 années de réformes. Quelles sont ces principales réformes? Merci Madame Fofana. Je voudrais tout de suite remercier la RTI de nous donner l'opportunité de nous adresser aux Ivoiriens pour leur indiquer les axes majeurs des réformes. En réalité, il y a 4 axes stratégiques dans la réforme. Il y a l'accès. Ensuite, il y a la gouvernance. Il y a la qualité dont on va parler plus longuement. Et il y a l'environnement scolaire. Alors, est-ce que l'éducation nationale renfermait autant de lacunes? Pourquoi avoir entrepris autant de réformes? En fait, je voudrais revenir sur la qualité. Je suis ici par mes fonctions de directeur de la pédagogie et de la formation continue pour dire que depuis 2011, le ministère a entrepris un nombre d'éléments qui justifient que nous en parlions ici. Il y a que depuis qu'il y a eu la guerre, il y a eu deux décennies de flottement qui ont ébranlé le système éducatif très lourdement. Les écoles ont été détruites partiellement. L'environnement de l'école a été touché. Et il n'y avait même pas d'autorité dans l'école. Et donc, les résultats scolaires s'en sont ressentis lourdement. Si vous prenez les résultats de 2011, nous avons 17% d'admis au BPC, 52% d'admis au CEP et 20% d'admis seulement au bac. Pour un système où il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en disponibilité, les autorités ont donc pris le taureau par les cornes et ont entrepris des réformes. Donc oui, on peut dire qu'il y avait des insuffisances qui méritaient que des réformes soient entreprises. Monsieur Siloué, une des réformes qui fait grand bruit en ce moment, c'est celle des cours du mercredi matin dans l'école primaire. Nous allons tout de suite suivre un reportage et puis revenir en parler. Plus de repos les mercredis matins pour élèves et enseignants du primaire. Mercredi est désormais jour ouvrable
Un jour inscrit sur le tableau des élèves et sur leur emploi du temps. Cette mesure gouvernementale a eu un écho favorable ici au groupe scolaire Djeloukou dans la commune d'Atekoubé. Élèves et enseignants sont en plein exercice. Depuis 7h30, les enfants sont arrivés et on a commencé à travailler. On a révisé la table de multiplication avec les enfants, la table par 2. Et ensuite, nous sommes en train de faire une dictée lacunaire. Aujourd'hui, mercredi, ma mère m'a réveillée pour venir à l'école et pour venir étudier avec ma maîtresse et tous mes amis. Dans cette autre classe, toujours au groupe scolaire Djeloukou, ce premier mercredi de la rentrée scolaire est consacré à la distribution de kits. Nous avons respecté la consigne donnée par le ministère. Nous sommes là et on nous a demandé de distribuer les kits aux enfants ce matin, aujourd'hui mercredi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pour un suivi effectif des cours de mercredi, le COGES est aussi sur le terrain. J'ai visité toutes les classes, tous les enseignants sont là, les directeurs sont là, ils sont en train de faire les cours. Vraiment, je suis très content. Chaque semaine, je fais une visite à l'école, chaque 2 jours. Mais mercredi, je vais prendre encore pour venir vérifier si vraiment tout se passe bien. Au groupe scolaire Amondabi Catherine, dans la commune du Plateau, élèves et enseignants ont aussi répondu à l'appel. J'avoue que ce n'était pas dans mes habitudes. Normalement, les mercredis, je viens pour mettre de l'ordre dans le bureau. Voilà, pour la tâche administrative. Mais aujourd'hui, je me retrouve en classe avec les enfants. Le mercredi, c'est nouveau. Avec ce nouveau programme scolaire, le volume horaire d'apprentissage passe de 832 heures à 990 heures par an. Voilà, nous l'avons vu, les habitudes sont en train de changer. Mais M. Siloué, à quoi répond cette réforme, particulièrement pour les mercredis matins? Madame, je voudrais m'adresser aux Ivoiriens pour leur dire que c'est une seule raison. C'est d'accroître le temps d'exposition des enfants à l'apprentissage. En tout cas, tout le monde a constaté, et nous allons donner des chiffres tout à l'heure, que lorsqu'un enfant dispose d'assez de temps pour apprendre avec son maître, il donne de meilleurs résultats. Les dernières évaluations qu'on a eu à faire dans les pays francophones, qui sont au nombre de 44, en 2011, la Côte d'Ivoire était le dernier pays sur 44. En termes de résultats? En tant que résultat, c'est les élèves de CP1 à qui on a appris à lire et écrire, on voulait vérifier s'ils savaient lire et écrire. La Côte d'Ivoire était le dernier pays dans toute la francophonie. 2 ans après, le même constat. Et le ministère a pris sur lui de faire ce qu'on appelle des tests. Et on a constaté au cours de ces tests qu'en réalité, il manque du temps à nos élèves pour apprendre. Les pays voisins, le Burkina, le Mali, ils ont plus de 1000 heures d'apprentissage par an. Nous en étions à 832, même 675 en 2009. On est passé à 832 l'année passée et cette année, nous sommes à 990 heures. Ce temps donc est donné aux enfants, aux enseignants, pour apprendre aux enfants à apprendre, les former pour qu'ils retiennent beaucoup plus de choses, que nous remontions dans le tableau. La Côte d'Ivoire de Faux-Boigny était le premier pays en Afrique de l'Ouest en termes d'évaluation. Et aujourd'hui, nous sommes à un niveau tellement bas que nous avons besoin donc d'avoir ce temps d'apprentissage. Il est important pour nous. Alors sur ces 990 heures, seulement 20 minutes par semaine dans des matières comme le français ou les mathématiques sont jugées insuffisantes. Comme vous l'avez dit, les enfants ne savaient pas lire ou écrire. Mais pourquoi c'est seulement maintenant qu'on décide d'apporter ces changements? Merci. En fait, c'est une chronologie, une organisation. Nous avons commencé par faire les programmes en 2012. Quand on a fini de faire les programmes, que nous avons installé les programmes d'enseignement dans toutes les classes, donc surtout au primaire, nous avons maintenant travaillé sur le temps. Nous avons accordé 90% du temps d'apprentissage à des langues très importantes, des matières très importantes comme le français, les mathématiques et les sciences, parce que c'est là le soubassement de la formation. Quand un élève ne sait pas parler français, ce n'est même pas la peine de lui apprendre l'histoire et la géographie. Donc, lorsqu'on a atteint cela, nous passons maintenant à un réglage plus fin et très important, qui est le temps d'apprentissage. Et là, jusqu'à présent, certains cours de français, certains cours de maths avec 15 minutes. Pendant 15 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour ça que nous avons recouru donc au mercredi, pour que le mercredi serve de moment
pour que les élèves aient plus de temps d'apprendre. Et on va passer des séquences de 15 minutes à des séquences de 40 minutes, à des séquences de 45 minutes, voire même d'1 heure. Ça dépend donc des disciplines. Avec ces explications, cela semble clair, mais certains enseignants s'en plaignent. Pourquoi ces plaintes? Qu'est-ce qui pose problème dans la mesure? Nous-mêmes sommes un peu étonnés parce que justement, nous avons rencontré les syndicats, en tout cas à travers leurs syndicats, par 2 fois. Et par 2 fois, au cabinet de Madame la ministre et ici à Cocody, au Centre national de matériel scientifique, pas loin d'ici, les enseignants ont reconnu le bien fondé de la mesure. Ils nous ont dit, mais monsieur, nous-mêmes au primaire, depuis 20 ans, nous faisons des cours tous les mercredis. Des cours payants? Des cours payants. Mais si l'État veut le faire, nous accompagnons, nous applaudissons des 2 mains. Donc nous sommes un peu surpris que là où eux-mêmes, depuis 20 ans, font des cours, aujourd'hui ils s'en plaignent. Je pense qu'en fait, ce n'est pas tout le monde. C'est une frange très infime des instituteurs qui se plaignent. La preuve, la visite sur le terrain, les 2 derniers mercredis, on dirait que 90% des enseignants étaient en poste. Et les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes étaient là également. C'est donc la preuve qu'en fait, il y a des gens qui se plaignent, mais très rapidement, ils vont comprendre que c'est dans l'intérêt général de nos enfants, de notre école, que la décision est prise. Donc on peut dire que ce sont tout simplement ces cours du mercredi payants là qui viennent d'être officialisés? On peut le dire comme ça, mais nous souhaitons rester dans le fait que les cours du mercredi sont une décision gouvernementale. Dans tous les pays du monde, c'est le gouvernement qui fixe les horaires, les rythmes scolaires. Et là où il y avait des cours payants dans des établissements publics avec l'électricité et les moyens de l'État, nous voulons faire des cours gratuits. Parce que c'est une injustice qui était là. Le parent qui ne paye pas les 200 francs voit son enfant un peu brimé. Et là maintenant, tous les enfants de Côte d'Ivoire vont avoir des cours le mercredi. Madame le ministre dit toujours que nous sommes en train d'instruire une école de la réussite pour tous. Madame, parce que nous sommes passés à une politique de la scolarisation universelle. Tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent aller à l'école. L'école est obligatoire en Côte d'Ivoire jusqu'en 3e. Si donc des enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que le mercredi, les cours sont payants, c'est une injustice que nous commettons. Donc nous sommes à 5 jours de classe, mais dans les années 90, on était déjà à 5 jours de classe, on était revenu à 4, donc c'est pratiquement le même programme. Je voudrais vous dire merci. Effectivement, nous qui sommes allés à l'école dans les années 60, on avait cours tout le lundi, on avait cours tout le mardi, tout le mercredi. Le jeudi était férié, était vide. Jour de repos. Et était jour donc de repos pour les enfants. Mais le vendredi était tout le vendredi était jour de travail et le samedi matin. Dans les années 90, quand la Côte d'Ivoire a adopté la journée de 5 jours, la semaine de 5 jours, le samedi, les cours de samedi ont sauté. Au lieu de reporter peut-être au mercredi, comme c'est le cas maintenant. Voilà, c'est ça qu'on est en train de chercher à rattraper pour nous remettre dans le peloton de tête pour revenir à l'école de Fauboy. Monsieur Siloué, je rappelle que vous êtes directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. Nous allons maintenant parler du volume horaire. Quels sont les standards internationaux en la matière et quels sont, vous avez dit qu'en Côte d'Ivoire, nous étions à 990 heures maintenant avec cette réforme. Quels sont les standards internationaux? Les standards internationaux, c'est ce qui se pratique dans la plupart des pays aujourd'hui, de l'OCDE, d'Afrique et du monde. Il faut 1000 heures en moyenne par an à un enfant du primaire pour qu'il retienne quelque chose. Je voudrais m'adresser aux Ivoiriens. Beaucoup de moyens ont été mis à la disposition du ministère, je dois le signaler. 19 000 classes ont été construites, 170 collèges, 100 logements de maîtres. 2 CAFOP sont en train de... Les instituts de maîtres, là on forme les élèves de CAFOP, sont en train d'être faits. Donc, face à ces moyens, la Côte d'Ivoire a seulement 990 heures, là où tous les autres ont 1000. Je regarde mon document pour vous signaler qu'au Sénégal, ils ont 1152 heures. Au Togo, au Burkina, ils ont 1150 heures. En Guinée, 1020 heures. Vous voyez, donc nous sommes le seul pays africain où on n'a même pas les 1000 heures. Et nos résultats sont récents. Je vous ai dit, le classement, quand vous êtes 44e ou 41e sur 40 pays, et vous appelez la Côte d'Ivoire, ça choque un peu. La Côte d'Ivoire encore en deçà. Donc certains parents disent que cette augmentation du volume horaire pourrait surmener les enfants. Donc, je voudrais rassurer les parents pour dire que ce n'est pas le cas. En réalité, chaque jour que nous faisons cours, il y a à peu près 30 minutes de récréation. Il y a ensuite
entre midi et 2, la pause de midi. Mais ça, c'est un jour. Mais dans la semaine, il y a 4 jours et demi de cours et 2 jours et demi de repos. Dans l'année, il y a 200 jours de repos et seulement 165 jours de cours. Voyez un peu. Et lorsqu'on regarde l'année scolaire, après chaque 45 jours de cours, il y a au moins 5 jours ou 10 jours. Au congé de Toussaint, il y a 5 jours. Au congé de Noël, il y a 14 jours. Au congé de février, il y a 5 jours. Et encore au congé de Pâques, il y a 14 jours. Et les grandes vacances, c'est 3 mois. Aucun risque d'être surmené alors? Non, non, vraiment. Merci à et vous. puis, si c'était le cas, on aurait pu le constater, puisque les élèves font déjà cours tous les mercredis. Pourquoi ils ne sont pas surmenés? Les parents peuvent rester tranquilles. Nous y voyons particulièrement. Merci à vous, Patrice Siloué. Vous êtes le directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. Nous avons parlé des réformes entreprises dans l'éducation, en particulier l'instauration des cours les mercredis matins. Merci à vous tous de nous avoir suivis et très bon dimanche sur RTI 1.